nous allons terminer la soirée. Je vais essayer d'être à l'heure. Je ne promets rien parce que j'aime beaucoup parler du trône de fer. Euh, Parenthèse, Je vais essayer d'être à l'heure, je promets rien. Autrement dit, voilà, alors déjà je suis ce genre de connard qui dit trône de fer parce que je suis aussi ce genre de connard qui a lu les livres. J'ai tout lu. En tout cas oui, j'ai tout lu. Euh, donc je suis le connard qui a lu les livres et qui Je suis désolé, arrêtera. tu peux lire un livre qui s'appelle Game of Thrones, hein, c'est possible. Oui, mais je vais être le gars qui va dire c'était mieux dans les livres. Donc voilà, je suis celui qui sait beaucoup trop de choses pour sa propre pour son humilité. Donc voilà. Mais bon, je ne vais pas être négatif ce soir puisque nous allons parler de quelque chose qui est bien. A Night of the Seven Kingdoms, la nouvelle série HBO dans l'univers du Trône de Fer, donc, qui sort après Game of Thrones, qui est l'adaptation des bouquins principaux, après House of Dragon, qui est l'adaptation d'une partie de Feu et Sang, et là cette fois-ci c'est l'adaptation des Chroniques du Chevalier Errant, plus précisément de la première nouvelle du recueil des Chroniques du Chevalier Errant, qui s'appelle euh, The Hedge Knight, donc le Chevalier Errant, hein, tout simplement. Des fois, il ne faut pas forcément chercher très compliqué. Euh, donc voilà, à la base, c'est une nouvelle de George R. R. Martin. Je crois que c'est sorti en 98. Euh, et c'est aussi, je crois que c'est sorti en 2013, une version. Alors, est-ce qu'on peut vraiment appeler ça un roman graphique? Parce que ça reste l'adaptation d'un roman, mais j'aime pas le terme roman graphique. C'est l'adaptation en comics de la nouvelle, tout simplement. En BD, oui, voilà. Adapté par Ben Avery et dessiné par Mike S. Miller, qui fait malheureusement un bon travail, parce que Mike S. Miller, il me semble qu'il est un pro Comics Gate, donc un connard. Mais il a fait du bon travail. Donc je voulais souligner les deux éléments, ça me paraissait important. Voilà. Bon artiste, humainement, Je je sais sais pas. pas comment tu fais. Ah, écoute, voilà. Voilà. Mais c'est dommage hein, parce que j'aime bien son style, mais bon, voilà. C'est ouais, c'est Comics Gate et machin, tout ça. Enfin voilà quoi. Le classique, hein, de son. Ah là là, c'est pas le seul, mais voilà, c'est malheureusement. Mais voilà, en tout cas, c'est voilà, il y a la version bouquin, il y a la version BD. Alors, il me semble que c'est chez Glénat, je crois, la version française de la bande dessinée. J'ai pas envie de dire de bêtises parce que c'est. J'ai vu des versions US en tout cas qui a été éditées par Marvel, mais aussi par Dark Horse, il me semble. Donc j'ai pas envie de dire de bêtises. Donc si je fais hop hop tac 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 bande dessinée. Tchouk, tchouk, tchouk. Ah non, c'est par image. C'est par image. Bon, il y en a plusieurs. J'ai pas de source fiable sur comment c'est édité en France, mais c'est peut-être Delcourt. Je sais plus. C'est un peu le bordel. Ouais, la publication française de ces BD-là. Alors peut-être qu'avec la série, ça va être un petit peu plus stable. Il y a une version chez Milady, mais j'ai vu aussi que bon, il y a Image et la deuxième nouvelle a été éditée chez Marvel et la troisième chez encore un autre éditeur. Voilà, vous avez les réponses sur MDCU. Voilà, excellent Mac, excellent réflexe de mec Mais comme il y vous. a toujours la réponse sur MDCU, voyons. Tu veux savoir si Dieu existe? Mais tu vas sur MDCU, on te le Tous dit, on les te dit. euh, tous les chemins mènent vers MDCU. Non, je déconne, hein, pour Dieu, ça va pas vous aider, hein. Mais par contre, niveau comics, on commence à être pas mal, quand même, tout doucement. Ah, on va aller voir sur le site de la Garde de Nuit. Voilà, je profite pour passer la Garde de Nuit, excellent site fan, le meilleur site de communauté française pour le trône de fer. Voilà, c'est, très bon site, très bon forum. Voilà. En plus, de temps en temps, j'en croise de temps en temps à Angers quelques membres de l'équipe là-bas. C'est toujours Très bon un. forum. Oh putain, alors là, ouais, je m'en fiche, ça sera une mini parenthèse, tant pis. C'est quoi, Martin, un très bon forum en 2026? C'est Est-ce que après. c'est un forum qui existe encore, étant donné que c'est en 2026, ou est-ce que c'est un forum où c'est pas blindé de connards, ou c'est quoi un bon forum en 2026? Euh, Bah déjà qui est actif, déjà pour qu'il soit voilà. Et puis oui, parce que
enfin, à ma connaissance, j'ai pas vu de connard sur le forum de la garde de nuit. Après, c'est très particulier parce qu'il faut savoir que la communauté du Trône de Fer, on est tellement désespéré pour la suite que en fait, les théories ne On est solidaire. voilà, en fait, c'est que les théories ne cessent jamais de venir parce qu'en fait, vu que ça fait 15 ans qu'on attend le livre 6, on spécule sur tellement de choses et on est tellement en mode on veut la suite qu'en fait, ouais, on se garde en vie en tant que fan en théorisant, en échangeant avec les séries. Du coup, ce qui fait que c'est l'une des rares ouais, de communauté de fans qui réussit vraiment à garder un noyau qui ne dépérit pas, quoi, parce que on est un peu taré, quoi. Donc d'où le fait qu'il y ait encore un forum qui existe encore. Mais c'est, je pense, l'exception qui confirme la règle, parce que les forums aujourd'hui, ça n'existe que très peu. Donc voilà. Mais bon, c'est les fans du Trône de Fer, on est désespérés comme ça. Euh, Pas peur d'être déçu du bouquin. Écoute, si tu veux me filer des angoisses existentielles, est-ce que tu peux revenir un autre jour, s'il te plaît? Parce que ça, enfin, je sais pas. Là, Oh, il a carrément lâché. tu me poses, Pour moi, non, me posez pas des angoisses existentielles. C'est ce que je suis en train de vous dire là. Pas possible. Euh, oui, alors oui, pour confirmation, c'est un peu le bordel en termes d'édition là sur le site de la Garde de Nuit. Le Chevalier errant en comics, c'était chez Milady Graphics le 11 juin 2010. Mais voilà, à la base, enfin, ça a plusieurs éditions aux US et tout, donc c'est un peu compliqué. C'est pas hyper stable, quoi. Mais bon, vous pouvez le trouver sur des sites que nous ne recommandons pas, bien sûr. Clin d'œil, clin d'œil. J'ai rien dit. Mais si vous le trouvez en VF ou en papier ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à aller l'acheter quand même. Ouais, je vous conseille de les acheter parce que c'est une bonne histoire. Voilà, très bon roman, très bonne adaptation en BD. Est-ce que l'adaptation en série, est-ce que c'est le home run? Est-ce qu'on est 3 pour 3? Déjà, ce qu'il était important de faire, c'est que les deux personnages principaux de cette série, c'est Duncan et Egg, Duncan Egg. Donc Dunk qui est le chevalier, hein, du chevalier des sept couronnes, hein, donc du titre. Et son écuyer, c'est donc Egg. Donc voilà, à gauche Duncan, à droite Egg. Le plus important pour cette série, c'était de réussir Duncan, réussir Egg et réussir leur relation. Faire en sorte qu'on en a quelque chose à foutre de leur relation, de chacun des deux personnages, ensemble et séparément. Euh, Dieu merci, donc le showrunner de la série c'est Ira Parker qui était scénariste sur la première saison de House of the Dragon, la meilleure saison de House of the Dragon parce que la saison 2 elle est un peu en dents de scie. C'est lui le showrunner et Dieu merci il n'a pas eu l'arrogance des scénaristes hollywoodiens, enfin je dis hollywoodiens, mais des scénaristes, plein de scénaristes qui pensent savoir mieux faire que l'un des auteurs les plus récompensés de la fantasy mondiale. Euh, Puisque voilà, c'est souvent que voilà, on a beaucoup de scénaristes qui pensent mieux faire que quelque chose qui est aimé depuis des décennies. Là non, il s'est juste dit, ben, en fait, on va faire un truc quand même assez fidèle. Et pas mal des dialogues de Duncan, de Egg, de leurs interactions en fait, euh, et bien en fait c'est pas à 100%, ça provient pas à 100% des livres, mais on a quand même souvent des dialogues, souvent des scènes où en fait on est quasiment sur pas du mot pour mot, mais on est quand même très très fidèle et on sent la prose de Martin. Le langage est très westérosien. Voilà, ça se voit que c'est du vieux parler, c'est un peu fantasy, c'est un peu voilà. Donc ça c'est quelque chose que Game of Thrones avait abandonné au fur et à mesure. House of the Dragon a gardé un peu un langage très Martin dans l'esprit, donc ça c'est une des qualités de la série. Et là c'est aussi le cas pour A Night of the Seven Kingdoms. On a un parler très fidèle à l'univers, et les dialogues sont très fidèles au bouquin. Euh, c'est peut-être même d'ailleurs dans la plupart des changements et des ajouts que fait la série, c'est plus pour ajouter, un peu combler les trous et pas modifier en fait les personnages et les scènes. Donc voilà, c'est un point, un excellent point. Voilà, donc
Duncan, un peu le grand dadé, hein, un peu niais, un peu naïf, un peu bébête, mais pas stupide non plus. Voilà, une bonne personne, un peu concon, mais voilà, très attachant pour le coup. Très bien retranscrit, très bien interprété par Peter Claffey, qui est un ancien joueur de rugby de l'équipe des moins de 20 ans de l'Irlande. Donc voilà, d'où le physique imposant de, je sais pas, il fait 1m95, quelque chose comme ça. Un petit peu plus petit que dans les livres, mais bon, trouver un acteur qui sait bien jouer, qui sait bien incarner le personnage et qui est aussi grand, c'est chose impossible. Donc ils ont pris la chose la plus importante. Il sait jouer, il joue bien, et physiquement, voilà, il a la tête de l'emploi. Donc voilà, et puis en plus, on lui a donné voilà, son armure qui est quand même quasiment calquée sur celle du comics, qui est assez iconique maintenant, qui est un peu devenue l'image canon entre guillemets, même si le comics n'est pas canon, seuls les livres sont canons. Mais voilà, l'acteur aimait beaucoup cette illustration, je le comprends, et c'est un peu ce qui a servi de modèle pour la série, et ça fonctionne très bien. Et c'est un peu le symbole hein, des qualités d'adaptation de la série. Ils n'ont pas cherché à changer des choses qui fonctionnent déjà en fait. Et les peu de choses qu'ils ont changées, dans la plupart des cas, ça fonctionne. Donc voilà, c'est à l'image de l'armure, le personnage est bien adapté. Et pareil pour Egg, donc voilà l'écuyer de Duncan. Il faut savoir que l'acteur, au moment de la production de la première saison, il devait avoir 8 ou 9 ans. Et ben, en fait, il gère très bien. Souvent, les enfants, ça peut être assez compliqué parce qu'ils ont peut-être pas un éventail d'émotions aussi complexe que les adultes. Voilà, ils n'ont pas toutes les années d'expérience ou quoi que ce soit. Voilà, les enfants acteurs, ça peut être un peu compliqué, mais là, pour le coup, on est sur un quasi sans faute. Et notamment sur le dernier épisode, on lui donne des scènes assez fortes, assez complexes. Hein, pour un enfant, voilà, pour qu'un enfant joue ça, c'est quand même pas évident. Et franchement, on est sur pour moi, on est sur un quasi sans faute. Tout n'est pas parfait, mais franchement, on est sur du très bon casting. En termes d'apparence, en termes de jeu, etc. Donc voilà, les deux personnages principaux sont bien adaptés. On cherche pas à changer des choses, à changer trop de choses, des choses qui n'auraient aucun sens. Donc voilà, c'est un peu le faire une adaptation fidèle, c'est pas forcément faire une adaptation littérale. Et je pense que c'est un peu ce que la série a fait. Elle a fait une adaptation fidèle et pas une adaptation littérale. Parce que une adaptation doit forcément changer des choses parce qu'on n'est pas sur un même médium, etc. Et là, je pense que la série a trouvé un plus ou moins le bon équilibre là-dessus. Donc c'est une voilà. Niveau des deux personnages principaux, c'est voilà, casting, jeu d'acteur, look, y a rien à redire. Alors je regarde un petit peu le chat. La saison 3 de House of Dragon, il y a eu un trailer qui est sorti il y a avant l'épisode 6 de A Night of the Seven Kingdoms, donc très récemment. La série sort en juin. Et je vous en parlerai évidemment parce que vu ce qu'a dit Martin vis-à-vis de la saison 3 et du futur de la série de House of Dragon, je vais suivre ça avec beaucoup d'inquiétude et aussi beaucoup d'impatience. Donc voilà, pour information, Martin, à partir de la saison 2, il a eu quand même émis pas mal pas de suggestions, mais d'inquiétudes vis-à-vis des changements d'adaptation, etc. Entre Martin et le showrunner de House of Dragon, je pense qu'en fait, ils étaient amis à la base, ou en tout cas ils s'entendaient bien, et c'est plus du tout le cas. Donc voilà, déjà il y a une perte un petit peu de ce lien-là entre les deux hommes, ce qui est déjà assez triste. Et puis voilà, Martin avait souligné des problèmes d'adaptation, etc. Et là, apparemment, en voyant les plans pour la suite, il a dit ce n'est plus mon histoire, je ne veux plus avoir affaire avec ça. C'est pas hyper réjouissant, mais voilà, je vais quand même donner sa chance à la série, mais je suis un peu inquiet. Euh, la page wiki du sixième livre est très drôle. Je vous vois essayer de me faire flipper sur le fait que le sixième livre sortira jamais. Le sixième livre sortira. Le septième, je pense pas, mais le sixième, il va sortir. C'est mon copium. Je suis un peu dans l'illusion, mais c'est pas très grave. Euh, tac, tac, tac. Qu'est-ce que dit? Les acteurs sont top, ils gèrent. Ouais, tout à fait d'accord. Alors, au-delà de bien réussir les deux personnages séparément, ce qui était important de faire aussi, c'était de bien construire leur relation, leur amitié, presque même leur relation fraternelle hein, finalement. Sans trop rentrer dans les spoilers, voilà, Egg a une famille. Et on va dire que c'est pas forcément une famille qui l'apprécie, on l'apprend voilà, par un peu ses actions, ses paroles.
Et il trouve un petit peu dans Duncan le frère qu'il aurait aimé avoir. Et donc on a un petit peu cette construction voilà, de chevaliers et d'écuyers qui sont quasiment comme moi, grand frère, petit frère, hein, on va dire un peu comme ça. Euh, et voilà, il y a une sorte d'écho assez sympa puisque Dunk lui-même a été l'écuyer d'un chevalier pendant à peu près une dizaine d'années. Euh, et voilà, le chevalier en question meurt au tout début du premier épisode, hein, c'est vraiment l'événement qui débute la série, et on voit voilà Duncan l'enterrer au pied d'un arbre sur une colline. Et donc voilà, on a un peu sorte des décos où voilà Dunk devient le chevalier avec un écuyer, euh, avec voilà ce jeune garçon qui s'appelle Egg, ou l'œuf en français. Et voilà, c'était vraiment le truc à réussir pour que la série fonctionne, puisque tout ce qui se passe derrière, en termes de péripéties, d'action, de moments un peu plus dramatiques, tout repose sur le fait que est-ce qu'on en a quelque chose à foutre des personnages. Il fallait donc réussir voilà, les deux personnages et leurs relations. Et les trois premiers épisodes, voilà, la première saison a 6 épisodes de 30, 35, 40 minutes. Voilà, la première moitié, c'est vraiment construire les personnages, établir le décor, établir les relations entre les personnages, donner des moments beaucoup plus légers, terre à terre, les moments du quotidien, et voilà, et forger les relations entre les personnages, notamment entre Duncan et l'œuf. Et ça fonctionne très très bien, quoi. On les voit manger ensemble, dormir sous le même arbre. Euh, il y a une scène où c'est, je sais plus comment on appelle ça, c'est où il faut tirer une corde et il faut genre tirer la corde de son côté pour gagner. Voilà, donc on les voit participer à des jeux ensemble, on les voit célébrer ensemble. Voilà, il y a plein de moments, on les voit boire ensemble, manger ensemble. Donc voilà, on voit plein de moments où on a l'occasion de voir leurs relations se forger, se créer. Et ça fonctionne très très bien parce que bah, le jeu d'acting est cool. On les voit se lancer des petites piques. Euh, Egg demande à Dunk des conseils sur voilà, à un moment il demande c'est normal que j'ai des poils qui poussent en bas. Enfin voilà, il y a plein de moments qui font très naturel. Et pour du Game of Thrones, ça paraît très presque déroutant parce qu'on n'est pas du tout sur le même ton. Les trois premiers épisodes notamment sont. Il y a un aspect un peu comique dans le montage, dans le cut des scènes, dans l'utilisation de la musique. Il y a un côté presque, pas sitcom, faut pas déconner, mais il y a un ton beaucoup plus léger, beaucoup plus ouais, comique par moment. Donc voilà, c'est pas du tout le même ton que les deux autres séries mères. C'est normal, c'est voulu, c'est vraiment on est voilà plus petite échelle, on est dans un seul tournoi, dans une seule petite ville du Bief, donc c'est une région plutôt sympa, plutôt boisée. C'est pas la merde, c'est pas la guerre, c'est pas quoi que ce soit. Donc voilà, c'est une période beaucoup plus tranquille, mais c'est pas pour autant qu'il n'y a pas des événements un peu plus importants qui se passent pour autant. On y reviendra un petit peu après. Donc voilà, la relation entre les deux personnages, c'était à réussir, c'est réussi, et du coup, ce qui fait que tout l'investissement qu'on a avec ces personnages-là fait que bah, tout ce qui se passe dans la série nous importe et nous impacte. Donc voilà, c'était la chose à réussir, Dieu merci, ils ont réussi. Oui, la merde, c'est dans le premier épisode. Oui, alors quand même, je vais le dire maintenant, il y a quand même pas mal de blagues un petit peu liées au fluide corporel, que ce soit le pipi, le caca, tout ce que vous voulez. Enfin voilà, il y en a au moins un par épisode. J'ai pas ressenti ça comme quelque chose de, enfin c'est pas omniprésent, c'est pas dérangeant. Il y a une blague au tout début de la série, tout début du premier épisode. Si jamais ça vous, comment dire, si vous pensez que c'est genre de la moquerie envers la série mère ou quoi que ce soit, ne le prenez pas comme ça. Persévérez parce que c'est juste une blague et ça n'a vraiment pas d'importance sur le reste. La blague du début, voilà, il faut pas que ça vous arrête parce qu'en plus ça n'a pas, voilà, ça n'a pas d'importance, c'est pas tout le temps comme ça. Et en plus, dans l'épisode 4, à la fin de Ah, l'épisode. la vache. Non, non, c'est pas omniprésent. C'est juste une fois par épisode et dans le tout premier épisode, la première scène. Putain. Non, mais quand je dis que c'est une fois par épisode, c'est qu'une fois par épisode, t'as une blague qui est liée, soit c'est un gars qui dégueule parce qu'il est ivre, enfin c'est des trucs un peu crasses, mais c'est bon, c'est vraiment très léger, c'est pas ça qui fait l'intérêt de la série. Et voilà, et ce qui se passe dans le tout début du premier épisode revient dans l'épisode 4, mais d'une autre manière, pas de côté crasse. Voilà. Mais on va dire qu'il y a un rappel un peu le même élément sonore qui revient, et cette fois-ci pour être beaucoup plus majestueux dans l'idée. Et voilà, et ça prend tout son sens. Donc
voilà, ne vous arrêtez pas à ça, c'est pas représentatif de la série, voilà, c'est quelques ponctuations. Westeros c'est quand même un monde de merde, voilà. Bah, en plus, voilà, je l'ai mis sur cette slide. Sir Duncan le Grand, à la base c'était juste Dunk de Cupucier. Donc Cupucier c'est les bas-fonds de la capitale. Voilà, Cupucier c'est vraiment un endroit où tout le monde vit un peu dans la merde. Enfin voilà, donc c'est quand même quelqu'un qui a grandi aussi dans un environnement pas très hygiénique et sympa. Et voilà, de manière globale, Westeros c'est pas un endroit très. Il n'y a pas grand monde qui prend des bains et qui se parfume quoi. Donc voilà, on est un peu dans. Il y a beaucoup de boue. On va dire ça. Voilà, c'est voilà voilà, c'est la classe américaine, monde de merde. Euh, Ouais, bah voilà, l'image à gauche, c'est justement voilà le fameux chevalier Sir Arlan de Pennytree. Je sais pas comment c'est traduit en français, j'ai oublié. Donc Pennytree, c'est l'arbre au penny, donc c'est les petites pièces de monnaie quoi en gros. Euh, et c'est voilà le mentor de Duncan, et on a l'occasion de le voir par des moments de flashback. Quand je disais qu'il y avait un aspect assez comique dans la série, il en fait pas mal partie parce que bon, c'est un personnage assez extravagant. Euh, et en fait, il est souvent les flashbacks dans lesquels il apparaît, c'est souvent des cuts très bien placés, mais qui sont pas du tout très Game of Thrones dans l'esprit. C'est des trucs assez vifs. On dirait presque même une blague de Family Guy où c'est vraiment on te parle d'un truc et on te montre le flashback très rapidement pour dire ce qui s'est passé. Par exemple, au tout début, Dunk qui dit ah ben mon chevalier ne me frappait jamais quand je l'avais pas mérité. En gros, genre, ça m'est arrivé qu'il me frappe, mais c'est parce que toujours parce que j'avais fait une connerie. Et quand il dit ça, on voit une espèce de compilation de baffes que lui foutait le chevalier quand il avait fait une bêtise. Donc voilà, c'est des choses que n'aurait jamais fait Game of Thrones, que ne ferait jamais House of Dragon, parce que c'est pas le ton approprié. Et là, la série peut le faire parce qu'elle se permet des choses et parce que le ton est plus léger, plus humoristique et ça passe très bien. Donc voilà, c'est cool et ça donne un vent de fraîcheur à l'univers de la série parce que bah, jusqu'à présent c'était quand même assez. C'est déprimant, on va pas se le cacher. Hein. Game of Thrones n'est pas la série la plus joviale qui existe. Et en parlant de flashback, on a aussi voilà l'occasion de voir un petit peu l'enfance de Dunk à Cupucier, ce qu'on n'avait pas vu dans les bouquins. Ça pour le coup c'est un ajout de la série. Voilà, ajout pertinent en plus qui est pertinent pour le personnage et dans l'épisode en question, voilà où thématiquement il y a des choses avec le fait voilà de, voilà de se relever, de s'élever de sa position, etc. Enfin voilà, c'est voilà pour dire que même quand la série fait des ajouts, parce qu'elle en fait quand même quelques-uns, généralement ce sont des bons ajouts. Donc voilà, on a un petit aperçu de l'enfance de Dunk et ça marche bien. Euh, Pas mal, non, c'est Westeros. Ah, je vois qu'il y a des citations de la classe américaine, ça me fait plaisir. Euh, oui, c'est vrai que Duncan, pour le coup, c'est un des points qui diffère des bouquins aussi. Duncan dans la série, il a les cheveux courts alors qu'il a les cheveux longs. De ce que j'ai lu, de ce que j'ai vu pour la saison 2, l'acteur s'est fait pousser les cheveux, donc il a vraiment son look voilà, avec les cheveux longs, comme dans le comics, comme dans les bouquins. Donc voilà. Mais après, bon, c'est une coupure de cheveux, c'est pas très grave. C'est des choses que je peux tolérer, il n'y a pas de souci. L'antagoniste principal de la série, c'est lui, un petit con, il s'appelle Aerion. Vous l'aurez peut-être vu à ses cheveux blancs, c'est un Targaryen. Voilà, puisque les événements de la série se passent durant un tournoi pour l'anniversaire de la fille du seigneur local. Euh, et donc, il y a des Targaryens qui viennent à ce genre de tournoi, qui est normalement un tournoi assez mineur, pas très important. Mais on est dans une époque où les Targaryens n'ont plus de dragons. Je ne vais pas dire comment, parce que c'est directement, enfin c'est assez lié à House of Dragon et comment la guerre civile se termine là-bas. Mais à cette époque-là, voilà, la série se passe après les événements de House of Dragon, mais avant celle de Game of Thrones. Donc on est à peu près entre les deux en termes de chronologie. Et à cette époque-là, les Targaryens n'ont déjà plus de dragons, et du coup ils se sentent un petit peu plus obligés d'être un peu plus dans la diplomatie, dans la négociation, pour montrer que c'est eux les souverains. Et voilà, parce qu'avant ils avaient juste à dire, ben, si vous n'êtes pas content, on vous balance les dragons, et c'est comme ça. Là ils ont plus l'arme nucléaire, donc il faut faire un petit peu plus, voilà, il faut être un peu plus sympathique, etc. D'où le fait qu'ils soient là à ce tournoi. Voilà, Arion qui est quand même, enfin Arion qui est pas surnommé le flamboyant d'ailleurs. Bon, c'est un Ils petit, sont passés de la Corée du Nord à la Corée du Sud, quoi. Ils voilà sont passés exactement. de Ils sont passés sur du vous n'êtes soft pas power. content, on vous atomise. Ah bon, on va quand Exactement. même discuter, voir qu'est-ce qui se passe. Ok.
je vois bien, Je ok. rallume, je rallume mon casque. Ils ont aussi arrêté de pratiquer l'inceste et de faire des mariages un peu plus politiques, hein, merci, ça, c'est plutôt sympa. Donc voilà, Erion c'est un petit con, il fait des choses de petit con. Voilà, ce qui va faire que Duncan va s'interposer. Et voilà, ce qui fait qu'ils vont un peu rentrer en confrontation. Je ne vais pas en dire plus ou quoi que ce soit. Mais voilà, c'est lui le méchant principal. Contrairement au bouquin, il a les cheveux courts. C'est pas très important, mais voilà. Mais là, voilà, c'est Finn Bennett qui interprète le personnage. Et il lui donne un côté un peu presque un peu curiosité de un peu sadique au personnage, là où Arion dans les bouquins il a peut-être un peu un côté Geoffrey dans la série mère où c'est très c'est moi le prince et je fais ce que je veux et je suis un peu plus insolent. Là il a un côté un peu plus pourquoi t'as fait ça? Je veux dire t'es con ou quoi? Donc voilà. Ça marche très très bien. Il a une armure du feu de Dieu, voilà, une sorte de flamme au niveau de son casque. Voilà, donc bonne interprétation, bon costume, voilà, avec son espèce de gilet rouge, bah, c'est le flamboyant, hein, le garçon, donc on le voit de loin. Et voilà, et son armure de combat aussi est très très bien. De toute façon, tout ce qui est costume et armure dans cette série, c'est sans doute les meilleurs que la saga n'ait jamais eu. Donc voilà, là-dessus, rien à redire sur le garçon, c'est bien. Voilà, tête à claque, envie de le frapper. Euh, oui, je vois ce que tu veux dire, Matt. Euh, On a notre Targaryen aussi, puisque Aerion est accompagné par son père, qu'on voit en bas à droite, qui est le prince Maekar, euh, qui n'est pas le plus vieux. Voilà, parce que le plus vieux, c'est le gars en haut à gauche, qui est aussi un Targaryen, parce que pour rappel, les Targaryens n'ont pas forcément les cheveux blancs, c'est pas obligé. Euh, Notamment aussi parce que la mère du gars en question en haut à gauche vient de Dorne où les gens sont beaucoup plus mat de peau, sont bruns, etc. Donc voilà, la génétique a fait son affaire. Voilà. On a deux ajouts de Targaryen assez variés là aussi, puisque donc le gars en bas à droite est un petit peu le plus jeune de la fratrie, très bougon, pas un gros connard en soi, mais assez désagréable. C'est pas un mauvais homme, mais assez désagréable. Voilà, et quelque part un peu jaloux de son frère, voilà, qui est l'héritier du trône, que tout le monde aime, qui est un bon chevalier, un bon politicien. C'est lui qui gère le royaume avec son père depuis plein d'années. Donc voilà. Et bon, donc voilà, comme je disais là, l'aîné en haut à gauche, voilà, c'est un peu l'idéal de la chevalerie, du bon souverain, etc. Donc on a un petit peu une sorte de dynamique de frères assez intéressant et ça montre aussi que les Targaryens ne sont pas tous des fils de pute parce que c'est vrai qu'on a tendance à les voir un petit peu comme bah, les princes et les rois qui sont souvent très insupportables, colériques, etc. Et là on voit un petit peu des contre-exemples, on voit un petit peu de la variété. Donc c'est cool. Voilà. Et puis là aussi, excellente interprétation. J'ai quand même m'attendais pas trop à autant apprécier le personnage en bas à droite, qui pour le coup, dans les moindres détails de jeu, que ce soit au niveau des jeux des regards, des mouvements très subtils au niveau de la tête, enfin voilà, très très bien joué. Tout le monde est très bon dans la série, mais voilà, il y a voilà, c'est très bonne interprétation de Sam Spruell pour Maekar. Et pour donc Maekar c'est en bas à droite et en haut à gauche c'est le prince Baylor qui est joué par Bertie Cravel ou Clavel, j'ai un doute. Donc voilà, bravo à eux, c'était bien. Voilà, c'était sympa de les voir interagir. Le marteau et l'enclume, ils sont surnommés d'ailleurs notamment. Euh, c'est un souci de lignée ou c'est juste dans House of Dragon? Non, les Targaryens. Après, c'est en fait c'est un peu ce que dit aussi la série, c'est qu'en fait t'es pas forcément né un fils de pute. En fait, tu le deviens aussi parfois parce qu'on te fait grandir dans un environnement un peu insupportable et horrible et genre le pouvoir et le machin, voilà quoi. Niveau personnages secondaires, on a aussi voilà des personnages très marquants, très cool, qui forgent des relations sympas avec Duncan. Enfin pas que, parce qu'on a aussi des cons, mais voilà. À gauche, on a le Seigneur Baratheon, donc voilà un ancêtre de Robert de la série mère, surnommé l'Orage Moqueur, voilà qui quand il s'élance dans les joutes rit. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle le moqueur, hein, parce que voilà, il rigole dans son casque et ça fait un peu un truc qui est assez imposant et intimidant. Et puis il balance aussi les casques de ses adversaires dans la foule, donc la foule l'aime bien et
on va dire, qui se prend d'affection très vite pour Duncan, parce que bon, Duncan, le gars il fait 1m95, il met une tête à tout le monde, donc les gens le remarquent assez vite. Et voilà, Lionel voit un petit peu dans Duncan un petit peu une source de distraction. Et pour le coup, là aussi, il y a un côté assez plutôt cool avec ce personnage-là qui nuance bien les choses. Où plutôt un mec sympa, hein, voilà, il est du côté du héros, il est sympa et tout ça, mais ça reste aussi un gosse de riche en fait, hein, finalement. Hein, il a grandi dans la noblesse, et ça se voit que des fois il est un peu abrasif. Et ça se voit qu'il agit pas forcément de manière mal intentionnée, mais il a pas forcément trop de considération pour les autres, parce que bah, c'est très auto-centré dans la noblesse, hein, c'est moi le seigneur, le machin. Donc voilà, c'est pas un mauvais type, mais ça se voit que de temps en temps il a des petits, voilà, c'est un peu voilà, un peu comme aujourd'hui chez nous avec les gosses de riches, ils sont pas forcément mal intentionnés, mais ça se voit que des fois ils vivent pas dans le même monde, et ça se ressent. Et à droite, on a les Fossoway, on a Stephen en haut et Raymond en bas. C'est deux cousins d'une même maison, donc les Fossoway, dont l'emblème est une pomme. Et durant les 6 épisodes, ils vont passer leur temps à faire des blagues autour de la pomme. Ils vont pas arrêter de se clasher en disant que ah ben mon jeune cousin est pas encore assez mûr. Et du coup, lui il va rétorquer, je préfère être pas mûr qu'être pourri comme toi. Donc voilà, pourri, mûr. C'est délicieusement ridicule, mais ça marche très très bien. Et il y a un côté très ouais, George R. R. Martin aussi dans le. Il y a quelques maisons assez ridicules. Il y a un autre gars dont l'emblème ce sont des abeilles. Et il a beau être brun, il a une sorte de moustache jaune. Voilà, donc il y a un côté un peu ridicule et kitsch dans l'univers de Martin, faut pas l'oublier. Et là, pour le coup, la série, il l'a pas mis de côté comme l'avait pu faire Game of Thrones ou House of Dragon, surtout Game of Thrones. Donc voilà, c'est cool. Et ça crée des personnages un petit peu plus marquants parce qu'on leur donne un petit peu une patte un peu unique et pas juste chevalier numéro 34. Donc voilà. Les blagues de maths sont meilleures. Je sais pas, les blagues sur les pommes, ça marche bien quoi. Ça marche bien quoi. Et voilà, évidemment, classique, ils vont eux aussi rentrer en opposition vis-à-vis du personnage de Duncan. Ils vont peut-être pas forcément s'aligner avec les mêmes personnages. Et voilà. Les duels entre familles, ça aussi, ça connaît bien George R. R. Martin. Et pareil, là, ça fonctionne très bien. Et c'est pas forcément des personnages qu'on voit, surtout pour Stéphane en haut, qu'on voit pas énormément, mais qui marquent assez vite. Que ce soit par leur interaction, par leur dialogue, mais aussi par leur design. Voilà, parce que Stéphane a une armure, je crois que je l'ai pas mise, mais il a une sorte d'armure de bronze magnifique. Tout le monde a des belles armures de toute façon, mais voilà, là aussi des personnages secondaires assez marquants, assez cool, en très peu de temps. Voilà. C'est vrai que je l'ai dit tout à l'heure, 6 épisodes de 30 minutes, c'est normal. C'est une nouvelle, donc le bouquin est pas très long. Vous pouvez lire le bouquin en une après-midi hein, si vous êtes un peu rapide. Donc voilà, c'est pas un truc très très long, mais voilà, il fallait pas plus quoi, clairement. Euh, on a aussi le personnage de Tanzel, voilà, qui est une sorte de. Comment on appelle ça quelqu'un qui gère des marionnettes. Qui est assez clé au récit parce que voilà, c'est un petit. Dunk a un petit crush sur la demoiselle parce qu'en plus on l'appelle Tanzel trop grande, Tanzel too tall en VO. Évidemment, comme Dunk est grand, il voit un petit peu en mode non, non t'es pas grande, t'es à la bonne taille pour. Il finit jamais la phrase, mais voilà, il a un crush le garçon. Et c'est à la fois un élément assez clé de l'histoire puisque c'est en réaction à ce que Tanzel va subir de la part de quelqu'un d'autre que voilà tout l'événement un peu plus sérieux, un petit peu plus dramatique de la saison va se passer. Et c'est aussi à la fois un petit peu tout le personnage qui véhicule toute la thématique du récit de Martin et de la série, voilà, qui dit All men are fools, all men are knights. Voilà, tous les hommes sont des chevaliers, tous les hommes sont des idiots. Et voilà, et en gros, faut savoir que voilà, cette première nouvelle, c'est vraiment l'idée du chevalier romantique, enfin romantique, voilà, dans l'esprit d'une histoire, quoi. C'est vraiment les preux-chevaliers purs à la défense des innocents, etc. Et malgré le fait que c'est Westeros et que c'est un monde de merde, il faut quand même être bon. Voilà, c'est un petit peu le message. Et c'est rarement facile d'être bon, c'est rarement récompensant d'être bon, mais il faut l'être tout de même. Voilà, c'est un petit peu tout le. Voilà, il faut être un peu idiot pour être un chevalier, parce que c'est faire tout le temps la bonne chose à faire, et c'est rarement quelque chose de judicieux à faire en termes de, voilà, faire la bonne chose, ça peut nous exposer au danger, nous mettre face aux puissants, etc. Mais il faut quand même le faire. Donc voilà, c'est un peu toute la thématique un peu de cette histoire-là. Et
encapsulé par tout ce que Tanzel raconte dans ses histoires de marionnettes, mais aussi par ce qui lui arrive avec elle et comment Duncan réagit. Donc là aussi, ça change pas énormément par rapport au bouquin, mais il n'y a pas de choses à changer, c'est très très bien comme ça. Donc voilà, et en plus, voilà, cette première nouvelle, c'est peut-être l'une des meilleures choses que Martin ait écrit dans tout l'univers de Westeros, donc voilà, il fallait pas trop changer de choses, c'est très bien comme ça. C'est vrai que j'accède beaucoup que Westeros est un monde de merde, mais c'est quand on montre à quel point ce monde est un monde de merde, c'est à ce moment-là que les bonnes actions n'en sont que d'autant plus nobles. Voilà, faut pas oublier que quand on contraste la merde avec la beauté en ressort encore plus belle. Voilà, vous pourrez, voilà, ce sont mes analyses, si vous voulez, le caca. Intéressant qu'on arrive là. Ouais, après Matt, le système de chevalier dans Westeros, c'est pas tout à fait comme dans le nôtre, puisque techniquement n'importe quel chevalier peut faire d'autres chevaliers, donc il y a pas tous les nobles sont des chevaliers, mais tous les chevaliers ne sont pas nobles. Voilà. Donc, mais oui, après c'est vrai qu'historiquement on n'est pas tout à fait sur la même chose, mais voilà. Après, voilà, c'est en termes d'histoire, ça marche toujours mieux quand on a un petit peu des chevaliers nobles d'esprit, mais pas forcément nobles de naissance. Euh, on a de la bagarre quand même. Voilà, j'ai dit qu'il y avait des éléments un peu plus tragiques, un peu plus dramatiques, etc. On reste à Westeros quand même, donc c'est pas parce qu'on est un ton plus léger que bah, des fois c'est pas un peu la merde, voilà. Donc on a un affrontement qui oppose Dunk et Aerion. Je n'ai pas dit pourquoi, comment et voilà. Euh, voilà, qui prend une forme un petit peu particulière. Aerion invoque un duel particulier qui n'a jamais, enfin qui est inédit depuis une centaine d'années à Westeros. Donc voilà, c'est un petit peu quelque chose d'assez unique dans l'univers de Martin, où se voit affronter plusieurs personnes à la fois. euh, pour justement régler voilà, c'est un peu comment on appelle ça, le trial by combat, le procès par combat, hein, qu'on a déjà vu dans la série mère. Là ça prend une forme un petit peu plus différente. Euh, alors je sais pas si je l'ai mis juste après ou pas. Oui, voilà, je l'ai mis juste après. Donc voilà, on aura un combat entre plusieurs personnes, l'occasion de voir plein d'armures, plein de cheval en armure, plein de chevaux en armure plutôt. Donc voilà, c'est jolies armures, jolis chevaux, des jolis plans. Enfin voilà, c'est une des meilleures batailles, on va dire, filmées dans cet univers-là. Non pas parce qu'on nous montre des choses hyper impressionnantes en termes de taille, en termes de chorégraphie, même si la chorégraphie est très bien, c'est pas des choses qui sont très extravagantes. Au contraire, là, on est dans peut-être l'une des batailles les plus réalistes qu'on ait vues dans l'univers du Trône de Fer, puisque c'est deux mecs dans la boue qui sont avec des armures qui pèsent je sais pas combien de kilos et qui se tapent dessus, donc ils sont très vite essoufflés, au bout de leur vie, ensanglantés. On utilise des techniques où on prend la lame de l'épée avec son autre main pour mieux la manœuvrer, ce qui sont des vraies techniques de combat médiévales et tout ça. Donc voilà, on a un combat assez ouais, dans la boue, bien dégueu, où des fois on se met des grosses châtaignes et pas juste des coups d'épée. Donc voilà, c'est un excellent combat. Par ce que ça raconte en termes de style de combat, Aerion est beaucoup plus doué parce que c'est un prince et il a été entraîné. Dunk, ben, il a grandi dans les bas-fonds, donc il sait se battre, mais pas de la même manière. C'est plus un gars qui donne des coups de poing, qui sait comment un peu être un petit peu plus roublard, etc. Donc ça raconte des choses. Il y a de la boue, c'est un peu cracra, ça raconte plein de choses, c'est bien entremêlé avec d'autres séquences. Voilà, on a des moments très cool, un petit peu qui font très Rocky dans l'esprit. Donc voilà, un excellent combat, je ne peux que recommander. Et en plus, je sais que ça a fait bander les amateurs de combats médiévaux, donc c'est que c'est un minimum bien, quoi. Voilà. Euh, Oui, 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 les combats sont assez violents, oui, oui, clairement. Ça reste du Game of Thrones quand même, hein. Ça doit être différent par certains aspects. Au niveau des combats, on est quand même. Ouais, il y a des choses assez rudes, quoi. Euh, je dis pas grand chose au-delà du combat parce que c'est beaucoup de spoil et voilà. Il n'y a pas beaucoup de changements que j'ai pas aimé. Ouais, il y a peut-être quelques ajouts que je trouve un peu superflus. J'aurais bien aimé voir un petit peu plus de, enfin, les autres chevaliers dans le combat. On reste énormément centré autour de Duncan durant le combat, ce qui est normal parce que dans le livre aussi, on est de son point de vue, donc voilà. Et la série a voulu, je pense aussi par budget, parce qu'ils n'avaient pas un budget de fou, ils ont voulu vraiment recentrer l'action
vraiment du point de vue de Duncan, ce qui donne un côté très désorientant et très chaotique, ce qui est bien aussi. Mais voilà, j'aurais bien aimé voir un petit peu plus de joutes, ça aurait été sympa. Enfin, petit peu plus de point de vue dans ce combat-là, et aussi avant, pendant le tournoi, voir un petit peu plus de joutes, ça aurait été cool, parce que le peu qu'on a vu était bien fait. Euh, Il y a un changement au niveau du Prince Maekar en fin de saison, qui n'est pas au courant d'un certain truc, là où dans les livres c'est quand même implicite qu'il est au courant. Je sais pas, en plus ça a pas mal de conséquences pour la saison 2, donc je sais pas trop comment ils vont développer les conséquences à ce niveau-là, au niveau de ce changement. Pas sûr du coup que je l'aime ce changement, il faudra attendre la deuxième saison pour ça. Mais sinon, à part ça, franchement, j'ai pas grand chose à redire. La musique est bien, la photographie est belle, ils ont fait les bons choix. Dans ce qu'ils ont dû changer, ils ont fait des bons choix. Dans ce qu'ils ont ajouté, la plupart des ajouts, c'est des bons ajouts, ça développe un peu les personnages. Les acteurs sont bons, les costumes sont bien. En fait, je sais pas quoi dire de plus. En fait, tout est cool. En fait, on a des moments assez drôles, assez légers, assez comiques. On a des moments beaucoup plus dramatiques. Euh, voilà, le livre était très bien, la série est très bien. Voilà. Et non, je ne vais pas expliquer pourquoi le 7 est devenu 9. Il faudra regarder la série. Mais je préfère le dire là maintenant. Techniquement, il y en a peut-être même plus que. Enfin, 7 c'est peut-être le bon chiffre, hein, parce que. Enfin voilà. Il y a vraiment cette couronne et pas 9. Mais c'est entrer dans du lore et je pense pas qu'on est là pour ça parce que déjà que j'ai bien dépassé le l'horaire, on va pas plus s'étendre là-dessus, mais voilà, il y en a vraiment 7 des couronnes, il y en a pas 9. Petit bonus sympa, la deuxième saison est déjà en tournage, donc on ne va pas attendre 3 ou 4 ans pour la deuxième saison. Elle arrivera en début d'année prochaine probablement, et ce sera donc l'épée Lige, donc la deuxième nouvelle. Et ça va être bien, si c'est aussi bien que cette première saison. Voilà. Alors je sais que les autres séries Game of Thrones, elles étaient très bien au début, et quand ça a avancé, bof bof. Là j'espère juste qu'on va continuer sur cette lancée, parce que si ça continue comme ça, ce sera la meilleure série des trois. Voilà. Internet semble déjà beaucoup l'aimer la première saison, donc j'espère qu'on continuera comme ça, parce que c'est bien. Et c'est bien quand c'est bien. C'est bien Game of Thrones quand c'est bien. Ça faisait longtemps que j'avais pas ressenti ça. C'est bien. Faites que ça dure, s'il vous plaît.